Vous écoutez On lit pour vous. Mes plaisirs d'été sont restés les mêmes, des expériences délicieuses mêlées de vent, de sable, d'herbe et de bois odorants. Un texte de Marie-Blanche Rémillard, paru dans la revue Paraquad, numéro 163, été 2024. J'adorais glisser sur cette côte à toute allure. Assise à l'arrière de la traîne sauvage, avec ma petite sœur bien calée entre mes genoux, le vent sifflant à mon passage et de petites parcelles de neige glacée se frayant un chemin au-dessus de mes oreilles et dans mon cou. Ma petite Ève, quasiment aveuglée par la grosse écharpe protégeant son visage, criait de joie et cette joie me ravissait. J'acceptais volontiers la corvée du remontage, ma petite sœur à la traîne. 17 ans plus tard, le souvenir de mes gratifiants efforts d'enfant m'inspirait la patience et l'intensité requises tout au long de la réadaptation. Je suis loin d'être une femme d'effort et d'action, mais est inscrite en moi la place non négligeable jouée par l'effort dans l'atteinte du plaisir. Je vivais certains de mes plus grands plaisirs de la saison froide lorsque, bien cachée dans un banc de neige, j'appréciais la sensation d'être seule, toute seule. J'aimais m'assoupir dans la grotte blanche, serrant un de nos chats sur ma poitrine. Ah, dormir dehors, cœur à cœur avec un petit animal ronronnant doucement. Quel délice! Oups, j'ai fait erreur. J'ai eu des visions d'une autre saison que celle du soleil et des vacances. Je me reprends. En fait, peu importe la saison, la température et le lieu fréquenté, certaines sources de plaisir restent les mêmes. Se trouver dehors à lire, seul ou en compagnie d'une autre personne passionnée par son propre roman, quel bonheur! Et si le lieu est beau, si le paysage s'étend quasi à perte de vue, si mon regard peut quitter le livre entre deux paragraphes et glisser presque amoureusement sur les espaces, les champs, les maisons, j'aime beaucoup. Et tout comme je prenais plaisir à m'isoler l'hiver dans un banc de neige, j'aimais aussi me cacher l'été. Je quittais la maison avec un petit baluchon, je marchais jusqu'au bout de notre terre de 126 arpents et je descendais dans le bois jusqu'à la coulée. Dans un merveilleux endroit baptisé le Petit Lac, la coulée s'élargissait quelque peu et formait ainsi une plage accueillante et un lieu de baignade très sécuritaire. Quand le dimanche, mes parents nous y amenaient toutes les 6, nous pouvions jouer des heures dans notre petit étang, maniant et remaniant les poignées de glaise arrachées au fond de l'étroite rivière. Je me prenais alors pour une artiste, tâchant de reproduire les gestes et, tant bien que mal, les résultats d'un petit livre Marabout Junior sur le modelage. Les maringouins étaient féroces, mais ils mettaient bien du temps à nous décourager. À la fin, nous devions nous arroser mutuellement et copieusement afin de nous débarrasser de la glaise gris foncé dont nous étions enduites. Les couleurs de l'été, bleu, jaune et vert. Quand je pense aux couleurs de l'été, le seul pays du monde dont le drapeau les affiche est l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines, petit pays des Antilles. Ce sont le bleu pour le ciel et la mer, le jaune pour le soleil et le vert pour l'herbe. Même sans avoir grandi près de la mer, mes sœurs et moi avons eu la chance d'avoir des parents qui recherchaient les points d'eau avec des plages pour les promenades du dimanche. Je pense au lac des Deux-Montagnes, au lac Simon et à un petit lac artificiel pas trop loin de chez nous où, au cours de quelques heures de barbotage exaltant, nous devenions parfois la proie des sangsues. Pauvre maman qui devait par la suite s'évertuer à les décoller de nos épaules. Quand nous en avions l'occasion, nous aimions bien jouer avec le sable des plages et bien plus encore avec celui des dunes. Merveille des merveilles, les dunes de sable, situées au bout de notre terre mais de l'autre côté de la clôture barbelée du très gentil voisin, nous étaient, heureusement, accessibles. L'aventure se déroulait ainsi. Nous buvions une rasade d'eau, nous nous gorgions de grosses mûres sauvages très sucrées, nous passions avec précaution sous la clôture et nous nous retrouvions au sommet des dunes. De là, nous sautions dans ce que nous jouions à prendre pour l'infini, l'abîme, le gouffre. Nous courions, glissions, roulions en riant aux éclats et en criant comme des folles. Oh là là, nous étions si pressés de remonter au sommet
qu'il nous arrivait souvent de retomber en route et de terminer la dégringolade par quelques involontaires mais si excitantes culbutes. Après toutes ces cavalcades, nous repassions sous la clôture, rebuvions de l'eau, mangions quelques mûres et retournions fourbus à la maison, la peau chatoyante et les cheveux en bataille. Je n'oublie pas le vers d'été, ce vers multiple passant par tous les tons, les nuances et les accents. Il y avait moi, couché sur un vieux sac de couchage vert kaki posé sur le gazon coupé très sporadiquement par papa. L'herbe était haute et j'avais l'impression de nager sur le dos dans un plan d'eau au milieu des nénuphars. J'entendais des bourdonnements, des sifflements et les chuchotements d'un monde de petites créatures affairées. Je laissais les fourmis marcher sur moi, je les observais avec bienveillance, comme maman nous avait appris à le faire. Je voyais le ciel bleu et blanc à travers les branches du pommier. C'était de la dentelle d'été. Même devenue paraplégique, j'ai pu retrouver le plaisir de m'étendre dans l'herbe et d'en retrouver l'odeur et le bruissement. Maintenant que je ne peux remonter seule sur mon fauteuil roulant, je me contente d'une chaise longue installée sous le grand érable et d'où je peux entrevoir le ciel et écouter la rivière palpiter. Le contact avec l'herbe moelleuse me manque, c'est certain, mais je compense la sensation d'enveloppement végétal par un séjour dans le petit bois de pin. Je m'y rends en prenant le sentier de dalles de caoutchouc installé par mon chéri et en filant aussi loin que possible entre les arbres. J'arrive à mon endroit préféré où une vieille table a été placée pour moi. Là, je peux rêver, lire et dessiner, à l'abri de la canicule, de la plupart des bruits d'origine humaine et des parasites technologiques. Je suis seule, tranquille et envoûtée. Oui, quel bonheur! La liste de mes plaisirs d'été et de mes plaisirs tout court est plus longue, et l'évocation d'un souvenir heureux en fait inévitablement surgir un autre. Parfois même, je pense à de fous souvenirs tirés d'une mémoire faussaire. C'est étonnant jusqu'à quel point on peut remodeler notre passé pour n'en retenir que des moments agréables. Par exemple, je revis avec plaisir les réjouissantes descentes de pente en fauteuil roulant, le vent sur mon visage et dans mes cheveux. J'oublie volontiers les pentes trop abruptes, les mains sans gants chauffées à blanc, les quelques chutes éprouvantes et les remontées tout aussi éprouvantes qui s'ensuivent. Je trouve utile et plutôt plaisant de relier les expériences délicieuses de mon passé avec celles de mon présent et de constater à quel point je suis restée la même personne qui aime le vent, le sable, l'herbe et le bois odorant. Mes plaisirs d'été sont restés les mêmes, des expériences délicieuses mêlées de vent, de sable, d'herbe et de bois odorant. Un texte de Marie-Blanche Rémillard, paru dans la revue Paraquad, numéro 163, été 2024. Montréal, ville hôte d'un festival Wagner en 1884. Un texte d'Anne-Marie Boisvert, paru le 9 juillet 2026 dans BANQ. En juin 1884 se déroule le plus grand événement musical qui ait jamais eu lieu à Montréal, le Festival musical Wagner. Du 26 au 28 juin, la métropole vibre au son de l'orchestre de Theodore Thomas, maestro américain d'origine allemande, qui conclut une tournée de plus de 70 concerts en Amérique du Nord. L'événement est marquant puisque le public québécois découvre alors la musique du compositeur allemand Richard Wagner, décédé l'année précédente. Pour comprendre et revivre la ferveur suscitée par le festival, voici les échos des principaux quotidiens de l'époque, dont La Patrie, The Montreal Herald, The Daily Witness et The Montreal Gazette. L'événement d'une vie. L'excitation entourant le festival musical Wagner gagne la presse montréalaise vers la fin du mois d'avril 1884. Jusqu'à la clôture de l'événement, articles et annonces consacrés à la venue de l'orchestre symphonique sans rival de Theodore Thomas se succèdent quotidiennement, nourrissant l'attention du public pendant près de 2 mois. La renommée de l'ensemble symphonique et de son chef, tout comme celle des solistes invités, retient particulièrement l'attention.
Parmi les têtes d'affiche se distinguent 3 chanteurs lyriques de l'Opéra impérial de Vienne. La soprano autrichienne Amalie Materna, le ténor allemand Hermann Winkelmann et la basse autrichienne Emil Scaria. Ayant tous créé des rôles pour Wagner, ils confèrent par leur présence une autorité artistique incontestable au festival. À cet illustre trio se joint également la célèbre soprano suédoise Christina Nilsson. Face à cette distribution exceptionnelle, la presse souligne unanimement l'importance de ce rendez-vous musical. Cette série de concerts offrira au public l'occasion, ellipse, d'écouter de la musique de la plus haute qualité, ellipse, interprétée par des artistes sans égal. The Wagner Festival, The Montreal Gazette, 25 juin 1884, page 3. Le festival doit être considéré comme l'un des événements les plus importants de notre histoire musicale. The Wagner Festival, The Daily Witness, 31 mai 1884, page 7. Ce festival est une occasion unique dans une vie et vous regretterez de la laisser passer. Preparing for the Wagner Festival, The Montreal Herald and Daily Commercial Gazette, 24 juin 1884, page 8. Une musique, un public, une ville. Au-delà de l'excellence des interprètes, la diffusion à grande échelle de la musique de Wagner constitue un jalon dans l'histoire musicale québécoise. En effet, la tournée de l'orchestre Thomas survient alors que l'écoute des œuvres du grand compositeur est rarissime dans un Québec qui ne possède encore aucun orchestre symphonique professionnel. Le tout premier, l'Orchestre symphonique de Québec, ne sera fondé qu'en 1902. De plus, en 1884, l'accès à la musique passe par une expérience purement vivante et éphémère. Le gramophone, qui sera à l'origine de l'industrie commerciale de l'enregistrement sonore, ne sera inventé qu'en 1887 et la radio n'existe pas encore. À Montréal, nous n'avons pas encore eu le privilège d'entendre beaucoup d'œuvres de Wagner, ce qui tient en grande partie, il faut le dire, à l'absence d'orchestre. Joseph Gould, The Wagner Festival, The Daily Witness, 31 mai 1884, page 7. Voilà 30 ans que Montréal n'a pas connu de formation orchestrale de niveau artistique suffisant pour interpréter les symphonies et autres œuvres des grands maîtres. Ellipse. La venue de Theodore Thomas sera une véritable révélation. Joseph Gould, Guillaume Couture et collaborateurs. The Wagner Concert, The Daily Star, 14 juin 1884, page 6. En plus de présenter des extraits des opéras de Wagner, la programmation du festival propose des compositions de Beethoven, Gluck, Mendelssohn, Weber, Mozart, Berlioz, Saint-Saëns, Gounod et Haydn. Cette apparente dissonance avec la thématique du festival donne à penser que l'ajout de compositeurs plus familiers a possiblement servi de levier pour favoriser l'adhésion d'un public dont le goût pour le modernisme wagnérien n'est pas encore acquis. De fait, la rentabilité de l'ambitieuse tournée de Thomas repose sur la vente de billets. Or, si Montréal se réjouit d'accueillir un tel événement, le défi est de taille. Remplir, pour chacune des 5 représentations, les 4000 places du Victoria Skating Rink, converti en salle de concert pour l'occasion. Heureusement, l'attrait du festival dépasse les frontières de la métropole. C'est du moins ce que suggèrent les communications de l'époque. Des compagnies ferroviaires et maritimes adaptent leurs services pour faciliter les déplacements des mélomanes venus du reste du Québec, de l'Ontario et même des États-Unis. Parallèlement, jusqu'au dernier moment, la presse incite le public à se procurer des billets. L'abonnement de saison est fixé à 10 $, tandis que les billets unitaires se détaillent à 3 $, 2 $ et 1 $.
Considérant que le salaire moyen d'un ouvrier était alors de 5,75 $ pour une semaine de 60 heures de travail, assister à ces concerts était un luxe. Derrière toute cette logistique promotionnelle pointe toutefois une sourde inquiétude, celle de voir la métropole perdre une belle occasion de confirmer sa renommée culturelle. Il incombe à tout un chacun de se manifester et de soutenir sans retenue la venue de Theodore Thomas et cette initiative louable, afin de contribuer à faire de Montréal l'un des grands centres musicaux de ce continent. Joseph Gould, Guillaume Couture et collaborateurs, The Wagner Concert, The Daily Star, 14 juin 1884, page 6. Vous écoutez Montréal, ville hôte d'un festival Wagner en 1884. Un texte d'Anne-Marie Boisvert paru le 9 juillet 2026 dans BANQ. Un moment de grâce. Après 2 mois de fébrilité, le soir du 26 juin 1884 marque enfin l'ouverture du festival. À 20h15, les portes de l'aréna se referment. Thomas donne le signal. Les premières notes de l'ouverture de Tannhäuser résonnent dans le Victoria Skating Rink, suivies par quelques airs du même opéra, puis par des extraits des maîtres chanteurs de Nuremberg et de la Valkyrie. Les journaux du lendemain décrivent une expérience hors du commun. L'immersion dans l'univers de Wagner est une réussite. Dans les colonnes de la Patrie, le compositeur Guillaume Couture, déjà sensible à l'esthétique du maître allemand, en décrit les effets. Un autre monde vous attire, vous entraîne, et loin de penser à résister, vous vous abandonnez complètement à ce pouvoir inconnu qui vous transporte dans un monde surnaturel et vous fait éprouver des jouissances qui vous font oublier les misères de cette vie et compensent au centuple les peines et les souffrances de 10 années. Le Montreal Herald relate lui aussi un moment de grâce. Les mots nous manquent pour décrire ce qu'ont ressenti les personnes présentes face à la manière magistrale dont les effets orchestraux ont été interprétés. Chaque mesure était empreinte de poésie et de chaleur, ce qui a dynamisé le vaste public. Les Montréalais n'ont pas eu droit à un tel cadeau musical depuis des années. Pour les concerts subséquents, l'enthousiasme initial se tempère légèrement. La matinée du 27 juin se résume par un constat amer. Salle vide, vide, vide. En revanche, la prestation en soirée attire une foule considérable, un succès attribué à la présence de la cantatrice Christina Nilsson. On voit même des curieux qui se pressent contre les murs extérieurs de l'aréna ou se juchent sur son toit afin de profiter gratuitement de la musique. Enfin, pour les 4e et 5e concerts, les écrits tendent vers un bilan. Les éloges vont principalement à la prima donna Amalie Materna, au maestro Thomas et son orchestre, et à Wagner. Tout est fini. De la solennité musicale donnée par l'orchestre Thomas, il ne reste plus qu'un souvenir d'une suavité ineffable et l'incrustation dans nos cœurs de l'œuvre puissante, colossale, incommensurable de Richard Wagner. Guillaume Couture, 4e et 5e concert de l'orchestre Thomas, La Patrie, 30 juin 1884, page 2. Le bilan. Bien que la tournée de l'orchestre de Thomas soit une réussite sur le plan artistique, le bilan financier de l'escale montréalaise demeure mitigé. Les comptes rendus des concerts signalent à plusieurs reprises que de nombreux sièges sont restés vacants. A posteriori, certains justifient cette situation par la méconnaissance du public quant à l'œuvre de Wagner. Cette interprétation est corroborée par la série de 10 articles que signe Guillaume Couture dans La Patrie entre le 23 juillet et le 4 août 1884. Ces textes visent à éduquer l'auditoire en lui exposant les aspects novateurs de l'œuvre de Wagner et en déconstruisant les préjugés dont elle fait encore l'objet.
Mais ce sont par-dessus tout des circonstances défavorables qui expliquent la faible affluence. En effet, la métropole était au même moment le théâtre d'une autre fête d'envergure, le 50e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Si c'est trop de deux malheurs, je crois que c'est trop de deux bonheurs. Ellipse. La présence de l'orchestre Thomas aura été perdue pour l'élément français, cette situation nous privant d'entendre des chefs-d'œuvre inconnus ici. Ellipse. Elle est surtout regrettable en ce que ce fiasco financier va détourner à jamais l'orchestre Thomas de Montréal. Guillaume Couture, 4e et 5e concert de l'orchestre Thomas. La Patrie, 28 juin 1884, page 2. D'abord acclamé comme un événement historique, le festival musical Wagner se conclut donc sur une note de déception et sombrera dans l'oubli. Toutefois, grâce à l'engagement de musiciens enthousiastes, comme le compositeur Guillaume Couture, et aux visites ultérieures d'ensembles symphoniques étrangers, le public québécois continuera de se familiariser avec l'œuvre du compositeur allemand. Rétrospectivement, l'évolution du paysage musical montréalais prête à sourire. En 1948, la Société des concerts symphoniques de Montréal, aujourd'hui l'Orchestre symphonique de Montréal, créé en 1939, présentera avec succès son propre festival Wagner. C'était Montréal, ville hôte d'un festival Wagner en 1884. Un texte d'Anne-Marie Boisvert paru le 9 juillet 2026 dans BANQ. Le chant des oiseaux, perdu dans le tumulte de la ville. Un texte de Caroline Monpetit paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Une étude indique que 14 espèces d'oiseaux supplémentaires augmentent le bien-être humain autant qu'une hausse de salaire de 210 $ canadiens par mois. Les chants d'oiseaux sont essentiels pour leur survie, mais le bruit humain les oblige à chanter plus fort, ce qui les épuise. Certains oiseaux, comme le moqueur polyglotte, profitent du paysage sonore ambiant pour imiter le plus de sons possible pour séduire leur partenaire. Ils sont petits, mais ils sont là. On les entend plus qu'on ne les voit, et leur pépiement a plus d'effet sur les humains qu'on le soupçonne. Une étude parue il y a quelques années dans la revue Ecological Economics a établi qu'être entouré de 14 espèces d'oiseaux de plus apporte autant au bien-être humain qu'une hausse de salaire de 150 $ américains, soit 210 $ canadiens par mois. L'argument a de quoi faire réfléchir dans un monde où la biodiversité aviaire recule chaque année devant le développement. C'est en grande partie, il est vrai, le fait de la destruction des habitats, notamment à travers l'agriculture et à cause de l'utilisation de pesticides. Mais le bruit de l'espèce humaine, puissant, omniprésent, a lui aussi une incidence sur cette biodiversité. En ville, les oiseaux doivent chanter plus aigu et plus fort pour conquérir une femelle ou pour défendre leur territoire, indique Antoine Ouellette, compositeur et biologiste, qui a signé il y a plusieurs années un livre intitulé « Le chant des oiseaux ». Dans un contexte urbain, l'animal mettra davantage d'énergie à marquer de ses vocalises le territoire ou, au contraire, rétrécira son champ d'action pour en assurer la protection. Le chant des oiseaux est un élément indispensable à leur survie. Chez les oiseaux, la territorialité et la reproduction sont basées sur le chant plutôt que sur la vue, explique Michel Leboeuf, biologiste, qui a écrit un livre sur le sujet nommé « Les chants perdus de la nature ». Un orchestre naturel. Dans un boisé, par exemple, les différentes espèces de parulines se partagent l'espace pour être assurées d'être entendues par leurs partenaires. La paruline à croupion jaune, dont le tri est plus grave, vit au ras du sol, où son chant circule mieux. La paruline à poitrine baie niche au milieu des arbres pour les mêmes raisons, et la paruline à gorge orangée, qui chante le plus aigu, s'installe au sommet.
sur la grande partition sonore de la forêt, chaque espèce devrait trouver l'espace sonore pour se reproduire et pour défendre son territoire. Les parulines sont un bel exemple forestier où chaque espèce s'est trouvé une strate dans les hauteurs de la canopée forestière, soutient Michel Leboeuf. Mais dans le vacarme tonitruant généré par l'espace humain, certaines espèces n'arrivent plus à trouver leur compte. Et en ville, les oiseaux doivent chanter plus fort et plus aigu pour subvenir à leurs besoins primaires. Antoine Ouellette relève que les basses fréquentes omniprésentes sont les plus nocives pour les humains comme pour les oiseaux. Les basses fréquences sont souvent reliées à l'anxiété. Et j'ai vu des études selon lesquelles, pour remédier à ce « home » constant en milieu urbain, les oiseaux ont tendance à chanter plus haut et plus fort, dit-il. Cette nécessité de s'égosiller a pour effet d'épuiser les oiseaux qui auront ainsi moins d'énergie pour subvenir à leurs besoins vitaux. Les espèces qui vivent dans un bruit ambiant permanent vont dépenser beaucoup plus d'énergie à chanter sur une plus longue période pour essayer de trouver des femelles ou pour défendre leur territoire. Si l'individu n'est pas capable de se faire entendre par une partenaire sexuelle, le mâle va passer son été ou son mois de juin à chanter et il ne trouvera personne, explique Michel Leboeuf. Fait à noter, durant la pandémie de Covid-19, alors que bien des avions s'étaient tus et que le transport urbain s'était retrouvé réduit, les espèces d'oiseaux qui avaient haussé le ton pour survivre ont retrouvé leur registre d'origine, relève Antoine Ouellette. L'incidence du bruit sur le comportement des oiseaux est de plus en plus prouvée. Des études ont établi que lorsqu'il est exposé à des bruits constants reliés à l'exploitation gazière ou au trafic routier, le tétras des armoises qui vit dans l'Ouest américain produit 16,7% de plus de cortisol, l'hormone du stress. Une étude japonaise a aussi démontré que le bruit d'une autoroute à proximité diminuait de 90% les aptitudes de chasse des hiboux et des chouettes. Le bruit ambiant peut également rendre les individus plus vulnérables à l'égard des prédateurs qu'ils ne peuvent plus entendre venir. D'autres espèces, pour leur part, vont tirer profit du paysage sonore ambiant. C'est le cas du moqueur polyglotte, cet ineffable cabotin qui imite le plus de sons possible pour séduire sa partenaire. Il ne se contente pas, pour y arriver, d'imiter les chants de ses congénères, mais compte aussi dans son répertoire des imitations de sonneries de téléphone, de klaxons ou de poulies qui grincent. C'était Le chant des oiseaux perdu dans le tumulte de la ville, un texte de Caroline Monpetit paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir.